Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté de faire ce podcast Bien dans ma thèse. Alors je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui puisque tu incarnes à toi seul les deux passions de ma vie que sont les jeux vidéo et le doctorat. Alors Antoine, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire et si finalement tu t'es retrouvé en doctorat par pur hasard ou est-ce que ça a été une volonté profonde depuis le début de tes études ? Alors, donc mon parcours scolaire, ça a commencé, je vais démarrer au lycée, on va dire, parce qu'avant, c'est pas très révélateur. Mais du coup, au lycée, en fait, j'étais en sport-études handball et voilà, j'ai fait un bac S, on va dire, plus ou moins classique. Après, j'ai fait donc un master, donc c'est pareil, peut-être un peu particulier, parce que c'était à l'Université catholique de l'Ouest, donc à Angers. Donc une licence en biologie, puis un master aux États-Unis, enfin donc la première année de master aux États-Unis, donc à Austin, au Texas. Et donc après, je suis revenu donc en France pour faire justement ma dernière année de master, enfin mes 6 derniers mois, et puis forcément le stage de fin d'études qu'on connaît un peu tous. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert ce qu'était la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, avant, dans mon entourage, etc., il y a vraiment personne qui fait de la recherche, etc. Et du coup, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment. Et donc, quand j'ai postulé, en fait, j'avais fait un premier projet justement aux États-Unis où c'était justement observer un peu la dispersion d'un insecte qui avait tendance à attaquer par exemple, les frênes, enfin voilà, les arbres. Et donc ça m'avait déjà bien intéressé. Et puis le stage de fin d'études, c'est pareil, donc c'était dans un laboratoire, donc à l'INRAE. Et c'est pareil, je me suis aperçu que, en fait, c'est ce que j'adore faire et c'est limite ce que je faisais depuis même très longtemps sans m'en apercevoir. Et donc voilà, ça m'a tout de suite très intéressé et c'est comme ça que j'ai su que je voulais continuer dans cette voie. Est-ce que tu penses que tu as manqué d'informations justement pendant ton parcours scolaire? Donc, tu as un parcours scolaire un peu atypique dans le sens où tu as beaucoup bougé. Je pense que tu n'as pas pensé au doctorat avant parce que finalement, tu n'en avais pas parlé. Est-ce que c'est surtout par rapport au choix d'orientation que tu as fait, vraiment parce qu'il y a un réel manque d'informations? Alors, je pense effectivement qu'il y a un manque d'informations, surtout que je viens d'un lycée, donc j'ai un lycée donc au Mans où, enfin voilà, donc c'est tourné sport-études, mais c'est un peu quartier, et cetera. Et du coup, je pense effectivement qu'il y a finalement pas énormément de personnes qui sortent de ce lycée et qui vont dans la recherche, et cetera. Et alors que c'est dommage parce que, enfin, je vois pas pourquoi il y en aurait pas plus ou moins dans ce lycée, quoi. Donc effectivement, je pense que j'avais aucune idée de ce que c'était parce que, en fait, je me souviens être toute petit et déjà faire des expériences, tu vois? Où, il faut faire varier un seul paramètre pour arriver à une conclusion. Et je me souviens que tout petit, je faisais déjà ça. Et donc en fait, je suis aperçu que je faisais de la recherche avant vraiment de savoir ce que c'était. Et moi, j'avais vraiment le préjugé justement, à cause de ce manque d'information justement, où, la recherche, effectivement, on recherche beaucoup, mais on trouve pas grand-chose. Et ça, c'est clairement quelque chose qui me convenait pas. Et finalement, je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ouais, alors ça, c'est un grand sujet. Justement, avant d'en discuter, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sujet de thèse? Où est-ce que tu en es? Et à quoi ressemble, ton quotidien de doctorant? Alors, du coup, mon sujet de thèse, donc je vais commencer par le contexte forcément. Donc en fait, c'est un organisme, donc un insecte qui consomme les racines du maïs.
et donc qui va forcément réduire, les rendements et cetera. Et donc moi, en fait, mon sujet sur lequel je travaille sur, un acarien prédateur qui est, justement dans le sol aussi et qui a tendance à attaquer justement ce ravageur des racines du maïs. Donc ça s'appelle du biocontrôle, c'est pour, trouver une alternative à l'utilisation des pesticides chimiques. Donc voilà, c'est un peu à la mode, c'est un peu tendance. Et notamment, il y a aussi un côté, modélisation, puisque le but, c'est d'avoir une approche mathématique pour prendre en compte, en fait, la dynamique de population de cet acarien prédateur et d'optimiser ainsi son utilisation. Et au niveau de, ton processus pour trouver ton doctorat, donc tu dis il me semble que tu as dit que tu avais candidaté. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as candidaté à une offre ou est-ce que tu as passé les concours des écoles doctorales? Et déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton financement et comment tu as fait pour trouver ton sujet? Est-ce que tu connaissais déjà tes directeurs de thèse et cetera? Du coup, moi, ma thèse, c'est une thèse CIFRE. Donc, c'est une entreprise en fait qui a répondu à un appel à projet. Le projet a été financé et dans l'intégralité du projet, il y avait justement la thèse qui était financée. Donc là, effectivement, mon activité et ma thèse est en lien avec une entreprise qui vend justement des organismes utilisés pour le biocontrôle. Et donc voilà, donc ça veut dire que effectivement enfin tout était ensemble, c'est-à-dire que les manips, mon salaire, etc., est pris en charge par l'entreprise. Au niveau de ton quotidien, comment ça se passe, en tant que docteur enfin doctorant en CIFRE, pardon? À quoi ça ressemble ton quotidien? Est-ce que tu es plus souvent en entreprise ou plus souvent, au laboratoire? Alors, je suis beaucoup plus souvent en entreprise, mais après c'est aussi un petit cas particulier, c'est que en fait, justement, les organismes sur lesquels je travaille sont, élevés justement dans l'entreprise et ils ne sont pas justement à l'INRAE avec lequel je travaille aussi en collaboration, donc le laboratoire, public. Et donc c'est pour ça, en fait, finalement, je suis un peu contraint, d'être, en entreprise, mais ça n'empêche pas, par exemple, que le côté modélisation, justement, je le trouve beaucoup plus à l'INRAE et donc ça n'empêche pas que de temps en temps j'y vais et puis j'ai la chance aussi que les 2 laboratoires, en fait, que ce soit privé ou le laboratoire public, sont à 2 kilomètres l'un de l'autre et donc il est très facile d'aller, de l'un à l'autre, y compris dans la journée. Bon, là, avec le covid et cetera, on essaie d'éviter ce genre de choses, mais voilà, c'est vraiment facilité et je dirais que ce qui se passe un peu dans la vie de tous les jours, bah, ça peut être très divers, mais notamment lié à mon sujet de thèse, puisqu'il y a du laboratoire, il y a des essais en serre, il y a des essais sur le terrain et il y a de la modélisation. Ce qui fait que, ou des fois, je peux passer toute ma journée, voire toute ma semaine sur mon PC à faire de la modélisation. Et de temps en temps, je vais passer, là, enfin, j'ai une manip où il fallait que je mette 3 tonnes de terre réparties dans des poubelles. Donc voilà, c'est des fois très terrain, des fois très, voilà, PC, etc., très bureau. Mais c'est aussi ça que j'aimais, en fait, justement, c'était avoir des choses un peu différentes, voire même très différentes. Et c'est pour ça que j'adore ce sujet de thèse. Donc tu es un doctorant en biologie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais Ouais. voilà, biologie avec aussi de la modélisation et du coup, bah, finalement, c'est des manips, in vivo que tu fais? Ouais, clairement. En fait, le but justement, c'est d'alimenter le modèle avec des expériences, vraiment, concrètes avec l'organisme. C'est vraiment essayer d'être proche de ce qui se passe, au niveau de l'organisme et donc c'est pour ça que, bah, voilà, il y a les 2 combinés et vraiment c'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Ce que j'aime autant représenter les choses de façon un peu simplifiée grâce à la modélisation, que observer la petite bestiole, pendant, des heures, et la voir, se balader et cetera. Alors, en tant que doctorant CIF, surtout dans ton cas où tu viens de nous dire que tu es souvent en entreprise, comment ça se passe tes relations avec, par exemple, les autres doctorants de ton laboratoire ou les autres doctorants de ton entreprise? Est-ce que tu arrives, à maintenir un cercle social assez important? Bon, bien évidemment, cette année, c'est un peu particulier, mais comment ça se passe pour toi, ta vie sociale, en tant que doctorant CIF? Alors, doctorant Steve, c'est particulier, on va dire, pour rencontrer d'autres doctorants, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres doctorants dans l'entreprise. Donc, quoi qu'il arrive de ce côté-là, j'ai pas cette possibilité-là. Avec donc les doctorants de l'INRA, j'en rencontre pas mal, mais en fait, j'en rencontre plus, on va dire, de thèmes différents et même de sujets vraiment très différents, parce que je suis aussi président d'une association donc, de jeunes chercheurs dans les Alpes-Maritimes. Et donc, en fait, c'est ça qui me permet finalement de rencontrer en contact avec des doctorants qui ont plein de sujets différents, parce que le but de l'association, c'est justement d'avoir justement réunir les doctorants de façon transversale, quel que soit leur sujet. Donc finalement, c'est un peu ça, on va dire la vie sociale, enfin, on va dire que entre doctorants que j'ai, c'est justement bah, par l'intermédiaire de cette association de rencontrer plein de doctorants, etc.
C'est parfait que tu me le rappelles parce que justement, je l'avais noté, effectivement, que tu étais dans cette association parce que particulièrement, moi, ça me tient à cœur, vu que je suis également membre d'une association, l'association des jeunes chercheurs, mais que en biomatériaux. Je voulais que tu nous parles un peu de ton mandat. Pourquoi tu as eu cette volonté, bon, je suppose pour rencontrer des doctorants, mais je pense pas que. Pourquoi tu as eu cette volonté d'intégrer, ce bureau et quelles sont vos actions? Clairement, en fait, j'ai tendance à déjà être passionné, on va dire, par tout ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire que quand je me mets dans quelque chose, en général, je le fais à fond. Et justement, en fait, j'ai été en contact avec cette association-là pour un événement qu'ils avaient organisé auquel j'ai participé. Et j'ai trouvé que vraiment, c'était vraiment très intéressant. Et vraiment, je considère que, et je pense que si justement la recherche et la science avaient une part plus importante dans la vie de tous les jours, dans la société et la vie de tous les jours, je pense que la société elle-même s'en porterait mieux. Enfin, je pense que la démarche scientifique et parfois l'esprit scientifique pourrait vraiment apporter beaucoup plus qu'il ne le fait actuellement. Et donc c'est pour ça, en fait, je me suis dit, bah, finalement, en aidant les jeunes chercheurs, en essayant de faire des actions justement pour que les jeunes chercheurs se sentent mieux, qu'ils soient mieux intégrés justement, qu'ils trouvent peut-être des jobs aussi plus facilement, etc. Bah, finalement, ça va être ma petite contribution pour que les choses s'améliorent et que, bah, voilà, grâce à leur travail, s'il est un peu facilité, ils pourront avoir un impact supplémentaire sur la société. Voilà, c'est ma maigre contribution. Et par exemple, les activités qu'on a dans l'association, ça peut être justement faciliter, on va dire, la vie de tous les jours. Donc ça peut être essayer de trouver des moyens pour améliorer, enfin faciliter les démarches administratives, par exemple. Ça peut faire le lien avec l'université Côte d'Azur, avec lequel on travaille beaucoup pour donner les bons contacts, parce que nous, forcément, avec l'association, on a rencontré quasiment tous les vice-présidents de l'université Côte d'Azur, donc on sait à qui s'adresser quand le doctorant a une question, etc. Ça peut être aussi des réflexions scientifiques sur la science ouverte, notamment. On essaie de travailler pas mal là-dessus. Ça peut être aussi la vulgarisation scientifique. On a essayé de faire pas mal d'événements. Bon, forcément, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais on a réussi à en faire quand même. Il y a ça, et puis aussi faire des événements sociaux, parce que des fois, ça peut être le risque un peu quand tu es en doctorat. Tu peux parfois te retrouver un peu isolé, un peu la tête, on va dire, dans ta recherche, et c'est un peu dommage. Donc finalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise aussi des événements pour que le doctorant, il ait rien à organiser. On lui envoie l'invitation, il vient pas, c'est comme il veut. Et bah voilà, ça peut être un moment pour se détendre aussi, parce que je pense que c'est aussi important, et parfois les doctorants n'ont pas forcément tendance à le faire. Donc voilà, c'est ce qu'on veut Alors faire. là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et est-ce qu'il existe justement des associations jeunes chercheurs dans toutes les régions ou c'est national et en fait vous êtes répartis en fonction de les membres du bureau en fonction de la région où vous êtes? Comment ça se passe en fait? Alors, donc là, par exemple, non, elle est que dans les Alpes-Maritimes, mais après je fais aussi partie de l'association nationale cette fois-ci, de doctorants, donc qui est la CJC, donc c'est la Confédération des jeunes chercheurs. Donc enfin, c'est pas la seule, mais il y a notamment celle-là. Mais là, du coup, il y a pas ce côté, événements sociaux, et cetera. C'est vraiment plus, lutte, pour, enfin, lutter contre la précarité justement des jeunes chercheurs, ce genre de choses. Les réflexions notamment, bah, voilà, concernant, la LPPR par exemple, récemment, et cetera. Mais effectivement, je fais partie aussi de cette association-là, mais il y a pas d par exemple, il y a pas d'événements sociaux, et par exemple certains ateliers, notamment concernant la science ouverte, sont en latence, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas de choses vraiment dessus, même si j'aimerais bien travailler dessus, mais le temps me manque un petit peu. Mais voilà, enfin, effectivement, il y a aussi cette association nationale, mais il y a pas d'événements sociaux comme ça. OK, bah, du coup, si ça intéresse, les auditeurs et les auditrices, est-ce que tu peux nous dire juste, si on veut postuler, pour intégrer, les bureaux des associations jeunes chercheurs de nos régions ou même le bureau national, comment ça se passe? Du coup, faut vraiment essayer de se renseigner si justement il y a des associations, on va dire, locales, parce que c'est pas toujours le cas. Et sinon, pour l'association nationale, c'est aussi particulier parce qu'en fait, c'est une confédération d'associations. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire partie d'une association de jeunes chercheurs locale pour pouvoir faire partie de l'association enfin, de la confédération des jeunes chercheurs. Donc voilà, c'est un peu la particularité. Mais en général, enfin, je sais pas, j'ai pas le nombre exact, d'associations, on va dire, de jeunes chercheurs qui existent en France, mais c'est quand même relativement nombreux. Et donc c'est quand même possible, je pense, de trouver un contact. Et puis quoi qu'il arrive, créer une association, ça peut être aussi très simple, ça peut aussi être très utile. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait avec l'AJC justement là, on va aider quelqu'un à créer une association pour, la partie, SHS par exemple, enfin les doctorants qui sont en SHS. Et donc voilà, comme ça fera aussi, les doctorants de ce domaine seront aussi représentés, et enfin voilà, nous
pense que c'est toujours justement utile d'avoir ce genre d'activité. Ouais, bah super, super intéressant. En tout cas, c'est chouette que tu nous partages ça. Et justement, j'ai une dernière question à ce sujet parce que, bah, comme toi, moi, je suis très engagée. Je suis représentante à l'école doctorale, représentante dans mon laboratoire. Et là, je vais peut-être intégrer le conseil scientifique de l'université. Et bon, j'adore ça. Je pense que toi aussi. En quoi tu penses qu'en tant que doctorante ou doctorant, c'est, selon ta vision des choses, c'est important, en tout cas, autre que valider des heures de formation non scientifiques, en quoi c'est important de, voilà, de participer à ça, d'intégrer ce genre d'association? Donc déjà, effectivement, moi, enfin, j'ai fait une grosse réflexion sur ce qui me rendait heureux. Et par exemple, je suis arrivé à la conclusion que ce que j'aime, ce que j'adore faire, c'est justement que les choses s'améliorent. Et justement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire concernant les jeunes chercheurs. Et c'est pour ça que je me suis mis dans enfin, dans ces différents organismes, parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et après, on va dire la deuxième réflexion, c'est aussi que je pense que, en fait, j'ai jamais été le meilleur ma formation, etc. Mais j'ai toujours eu un parcours différent des autres. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime justement, c'est d'avoir un parcours un peu original par voilà mon master à l'étranger, par mes activités sportives, etc. Et donc c'est aussi quelque chose. En fait, je me suis dit bon voilà, peut-être que j'aurais pas celui qui aurait le plus de papiers. Enfin, c'est même quasiment sûr. Mais par contre, en fait, je vais acquérir beaucoup de compétences, bah, effectivement, avec la présidence de l'association, en rencontrant d'autres doctorants, en rencontrant beaucoup de gens de l'université, etc. Et c'est vraiment très, très enrichissant. Et c'est grâce à ça aussi que j'acquiers énormément de compétences, mais aussi de contacts, hein. On sait que le réseau aussi est important pour peut-être après trouver un emploi, mais aussi pour s'enrichir tout simplement. Et donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait ce genre de démarche. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et juste pour appuyer tes propos, au travers du fait de se sentir utile et de faire avancer les choses, il faut être bien conscient que ça nous apporte des compétences quand même particulières. L'associatif, de toute façon, c'est une mine d'or pour avoir des compétences qui nous serviront pas seulement que dans nos domaines doctoraux. En fait, ça nous servira pour plein d'autres choses, pour en tout cas postuler après à des jobs qu'on pensait pas pouvoir postuler, ou même selon le poste sur lequel on va se positionner après notre doctorat, bah, finalement, on se rend compte que l'associatif, ça nous a apporté des compétences de communication, de management, de teamwork, et ça, c'est hyper important selon Mmh moi, je mh. pense. Ouais, clairement, clairement. Ok, alors du coup, maintenant, on va aborder un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, être doctorant, ce n'est pas ton seul job, parce que tu es également donc auto-entrepreneur, c'est ça, hein? C'est ça, Parce que tu travailles dans le domaine de l'e-sport. Alors, c'est du ça. coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, bah, de ton deuxième job, depuis quand tu fais ça? Et peut-être dans une autre partie de ta réponse, comment tu arrives à allier l'entrepreneuriat, l'e-sport et ton doctorat? Alors, donc, du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément ce qu'est l'e-sport, donc l'e-sport, c'est les jeux vidéo, donc faire des jeux vidéo en compétition, donc à haut niveau. Et donc effectivement, donc moi je suis coach et commentateur d'un jeu qui s'appelle Fortnite. Donc il est relativement connu, donc voilà, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais effectivement, donc je fais les deux, donc c'est-à-dire que j'ai ma thèse, etc. Et le soir et le week-end, je travaille sur cet autre sujet. Donc voilà, j'encadre des joueurs donc professionnels de jeux vidéo et donc mon rôle c'est forcément de les faire progresser, etc. Mais pas que, j'ai une activité, on va dire, presque audiovisuelle puisque je commente les parties en direct et donc le but est justement d'animer ou de justement donner des informations très précises en tant que coach. Du coup, j'ai pas mal d'informations sur le jeu et le fait de les partager en général, ça plaît voilà, aux personnes qui regardent. Alors, j'ai peut-être oublié certaines de tes questions, donc on va voir si c'est le cas ou pas. Mais sinon, pour allier les deux, enfin déjà oui, comment ça s'est commencé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que après mon master, pendant un peu plus d'un an, j'ai pas trouvé de travail. Enfin, je cherchais une thèse en fait, je me suis dit: «Je vais prendre le temps, voilà, je veux une thèse vraiment qui me correspond, avec des directeurs de thèse qui me correspondent», parce que je savais déjà que c'était très important. Et donc je vais prendre le temps et donc voilà, je vais faire d'autres jobs, et cetera. Et donc en fait, justement, j'ai postulé à, bah, voilà, un poste, on va dire, d'analyste au début, dans ce domaine de jeux vidéo. Et en fait, bah, j'ai été pris. Et le problème, c'est que j'ai été pris à la thèse en même temps. Et donc en fait, je me suis retrouvé
avec mes 2 jobs de rêve, mais vraiment, c'est vraiment les 2 jobs que je voulais faire depuis, bah, voilà, maintenant que je savais que je voulais faire une thèse, que j'adorais la recherche et que Formidable. j'adorais les jeux vidéo, enfin, pendant que j'étais aux États-Unis notamment, enfin, j'ai vraiment, apprécié ce côté-là et en fait, je me suis retrouvé à ce que les 2 commencent exactement en même temps et là, je me suis dit: «Bon, est-ce que j'en abonne un pour me lancer à fond dans l'autre ou est-ce que j'essaie de garder les 2?» Et là, je me suis dit: «Non, c'est pas possible. Tu peux pas abandonner un de tes jobs de rêve, c'est juste impossible.» Et donc en fait, j'ai beaucoup de choses, au niveau de la productivité et cetera, pour arriver à faire les 2 en même temps. Mais bon, des fois, c'est pas facile tous les jours, hein, c'est parfois un peu fatigant et cetera. Mais clairement, enfin voilà, je me suis organisé, j'ai vraiment réfléchi, j'ai optimisé la gestion de projet, j'ai optimisé chaque, chose, même le sommeil, enfin beaucoup, beaucoup de choses pour, arriver à faire les 2 en même temps. Ah, ça m'intéresse ça. Est-ce que tu as des petits tips, productivité à partager avec nous notamment? Hem, je dirais que le principal, enfin, il y en a plusieurs, mais je dirais que le principal, en fait, c'est que pour chaque activité que tu fais, quel que soit le projet, ça requiert de l'argent, des compétences, de l'énergie, et du temps. En gros, ça, c'est les 4 composantes de n'importe quelle activité que tu fais dans tous les jours et cetera. C'est les 4 composants. Et donc en gros, enfin, il y a certaines activités qui vont te demander beaucoup de temps, mais genre elles vont pas te demander d'argent ou pas beaucoup de compétences, mais elles vont te prendre beaucoup de temps, et cetera, et cetera. Et en fait, la gymnastique que je me suis entraîné à faire, c'est toujours trouver l'équilibre qui existe entre ces 4 composantes pour que ça soit le plus optimisé possible. Et donc c'est vraiment particulier comme on va dire comme gymnastique à faire, mais du coup je me suis un peu forcé au début et maintenant ça devient vraiment un réflexe pour chaque activité qui arrive. Je lui dis: «OK, bah, cette activité-là, ça me pourrait soit me prendre énormément de temps, soit me coûter un tout petit peu d'argent.» Je fais: «Bon, bah, OK, bah, je préfère que ça me coûte un petit peu d'argent.» Ou, par exemple, ça demande énormément de compétences, et ça me prendrait qu'un tout petit peu de temps et bah, voilà, bon, je fais: «Bon, OK, ces compétences-là, je les ai pas, donc bah, voilà, je vais essayer de trouver une alternative.» Et c'est, on va dire, la pierre angulaire de toute mon organisation, mais c'est vrai que c'est une gymnastique un peu particulière. Moi aussi, j'ai une activité, entrepreneuriale à côté et c'est vrai que j'ai tendance à, pas réussir à tu vois, par exemple, me fixer, bah, lundi, je travaille, sur ma thèse, mardi sur, mon entreprise et cetera et je vais avoir tendance un peu à prendre, bah, cette semaine, quels sont mes plus gros projets et puis j'essaye, de faire un micmac entre tout et finalement, je me retrouve des fois à travailler, la journée sur ma thèse, le soir sur mon entreprise. Du coup, c'est vrai que c'est difficile à trouver, cet équilibre. Toi, tu arrives à voilà, à te dire, je sais pas, pendant 4 heures, je travaille sur ma thèse, pendant 4 heures sur, ton activité annexe ou tu te répartis les tâches en fonction des semaines, des heures? Enfin, comment tu fais? Alors du coup, moi, j'ai pas le choix en fait parce que j'ai un contrat du coup CIFRE entreprise. Donc de 8h30 à 17h30, je dois être absolument sur l'entreprise et travailler sur les sujets de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment justement quelque chose, bah voilà, que j'ai voulu maintenir parce qu'en vrai, j'aurais pu m'arranger et bah voilà, ça serait parfois peut-être pas forcément vu. Mais le truc, c'est que justement, je voulais pas que mes autres activités empiètent sur la thèse parce que ça reste, mine de rien, la priorité quand même. Et donc voilà, j'ai fait en sorte que ça soit toujours, que ce soit toujours le cas. Et aussi par respect, mine de rien, pour, par exemple, mes directeurs de thèse, mais aussi mes collègues avec qui je travaille sur le projet. Enfin, c'est normal aussi que, bah, voilà, que je respecte ce genre de choses. Mais après, par contre, effectivement, bah, le soir, j'essaie de faire, enfin voilà, je me suis organisé, je me suis pas mal écouté aussi parce que je sais que des fois enfin comme tout le monde, je pense, on va avoir des moments où on a moins d'énergie. Et du coup, ce que je fais, c'est que je superpose les moments où j'ai moins d'énergie avec les moments où je mange, puisque t'as pas besoin d'être productif quand tu es en train de manger, par exemple. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et enfin, il y a plein de détails comme ça. Donc, ça serait un peu trop long de tout détailler, mais plein de réflexions comme ça que j'ai mis en place justement pour arriver à être suffisamment productif. Ah ouais, toi aussi, tu réponds à tes mails en mangeant, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK et justement, est-ce que, être en doctorat pour toi dans ton activité annexe, c'est un plus? Clairement que oui. Enfin, en fait, là, par exemple, il y a des thésards qui viennent de commencer dans le laboratoire à l'INRAE
Et clairement, je leur dis, mais vous allez voir, entre votre début de thèse et la fin de votre thèse, vous serez pas la même personne. Enfin, en fait, j'ai tellement appris, justement, en l'espace de 3 ans. Enfin, ça a vraiment aucun rapport, justement. Après, ça a été un peu contraint aussi parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au bout de 6 mois de thèse, en fait, mon chef, donc qui avait écrit le projet et qui, était mon directeur de thèse donc dans l'entreprise et qui était en plus, l'expert justement acarien, donc de Bestiole. En fait, il est parti de l'entreprise et du coup, bah, ça m'a forcé un peu à être, autonome et cetera, mais finalement, je pense avoir plutôt bien réussi et puis, finalement, bah, j'ai aussi énormément progressé parce que je savais que, bah, voilà, il fallait que maintenant que j'apprenne, tout seul et cetera et donc bah, ça m'a fait énormément progresser. Puis je tiens à dire aussi qu'il est parti de l'entreprise certes, mais il reste, quand même si j'ai des conseils à lui demander et cetera, il me répond régulièrement aussi. Donc il m'a pas abandonné complètement, je voudrais pas qu'il s'en veuille et cetera, mais, puis en plus c'était pour s'occuper de son enfant, donc clairement, il y a une excuse, toute trouvée. Mais voilà, donc j'ai dû être vraiment indépendant dans l'entreprise et finalement, bah, j'ai beaucoup appris, donc c'est ça finalement, c'est positif, quoi. Ouais, ouais, puis je suppose qu'en plus, le fait d'avoir ton activité à côté aussi, ça te donne, bah, je dis pas que tu as extrêmement confiance en toi, mais je pense que ça aide quand même à avoir plus confiance en toi, à être plus efficace, même si, tu aurais certainement, été efficace sans avoir, ton activité auto-entrepreneuriale à côté. Mais je pense quand même que ça doit aider. Ça te permet d'avoir une certaine discipline qui finalement, aide à la thèse, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, enfin, effectivement, il y a en plus, ça arrive souvent que, par exemple, il y a une compétence que j'acquiers, bah, dans mon auto-entreprise qui me sert pour la thèse, puis après c'est l'inverse et cetera et donc en fait, voilà, c'est vraiment, bah, c'est un peu vraiment ce qui s'est passé aussi au lycée quand j'étais en sport-études. Ah voilà, vu qu'on a une activité qui prend beaucoup de temps, en plus des cours, bah, forcément, faut s'organiser, faut être efficace, et cetera et donc bah, forcément, on progresse grâce à ça. Ils sont au courant, ton entreprise et ton équipe encadrante que tu es auto-entrepreneur à côté? Alors mes directeurs de thèse, oui, et l'entreprise, oui, l'est forcément parce qu'en fait, peut-être qu'effectivement ça peut servir à d'autres personnes, mais, on la loi oblige, enfin ou peut-être pas la loi, mais en tout cas le les documents en entreprise obligent, justement si on a une activité, supplémentaire de prévenir justement l'entreprise. Donc il a fallu que j'envoie un mail effectivement, aux RH de l'entreprise en leur disant que j'avais une activité, mais que j'ai dû décrire cette activité pour montrer qu'elle n'avait pas de lien avec l'activité que j'avais dans l'entreprise, parce qu'à ce moment-là, ce serait de la concurrence, et cetera. Et là, c'est complètement interdit. Donc voilà, il a fallu effectivement que je prévienne l'entreprise, quoi qu'il arrive. Ouais, ça, c'est un point important parce que donc effectivement, ça varie selon ton contrat, le contrat que tu vas signer en fait pendant ton doctorat. Et je sais que d'expérience que bon, alors quand tu es en passif, ça doit être encore différent parce que du coup, tu es soumis au contrat de ton entreprise, mais aussi selon les universités ou les écoles dans lesquelles vous effectuez votre doctorat, dans votre contrat, vous pouvez aussi avoir des lignes qui changent. En fait, c'est pas parce que un doctorant dans son contrat, c'est écrit qu'il peut avoir une activité si elle n'a pas comme tu dis, de ressemblance directe avec l'activité principale. Mais par exemple, pour certaines universités, etc., ça va être totalement interdit. Ou Ouais. certaines, il va falloir respecter un nombre d'heures allouées à ta deuxième activité, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Et du coup, pour répondre à ça, il faut vraiment lire votre contrat de travail, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai une autre question au niveau voilà, de ta deuxième activité, donc dans l'e-sport. Comment c'est perçu de faire un doctorat et d'être docteur? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va augmenter? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir plus de docteurs apparaître dans le domaine de l'e-sport? Parce que je pense, tu vois, à des postes comme les coachs ou managers, etc. C'est vrai que là, historiquement, ce qui se passe, vu que c'est des nouveaux métiers, c'est souvent des anciens joueurs pro qui prennent ces postes. Mais est-ce que tu penses que grâce à un doctorat, on va voir apparaître des nouveaux postes? Et je tiens à préciser également aussi que l'e-sport, en tout cas, il y a de plus en plus de sujets de thèse dessus, si ça vous intéresse, que ce soit en SHS ou en sciences exactes ou en économie. Par exemple, sur le Discord des doctorants qu'on a créé, il y a énormément de doctorants qui font des thèses là-dessus, et ça, on ne le sait pas forcément. Ouais, clairement, bah, je pense qu'effectivement, vu que c'est quelque chose qui est émergent, forcément, du coup, il y a énormément de recherches à faire sur quelque chose qui est totalement nouveau, enfin un phénomène qui est totalement nouveau. Donc, j'imagine effectivement qu'il doit y avoir des sujets de thèse. Et concernant ta première question,
Alors je pense que le fait d'être doctorant, c'est à double tranchant, dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah ouais, enfin franchement respect, en plus tu arrives à faire le doctorat et ça en même temps». Enfin voilà, de rien que de faire un doctorat, il y a une forme de respect et cetera. Mais c'est aussi à double tranchant parce qu'en fait, quand il y a des gens et pas que dans ce domaine, hein, dans la vie de tous les jours aussi, quand tu leur dis: «Bah oui, je fais un doctorat» et bah, ils ont une méfiance, très rapidement en disant: «Ah ouais, toi, tu réfléchis et tout» et genre il y a des gens qui se sentent, comment dire? Enfin, c'est peut-être pas les bons mots, mais inférieurs en fait juste parce que tu dis que tu es un doctorat alors que moi je considère pas ça du tout. Enfin, voilà, on peut faire un doctorat et ne pas être si brillant que ça et cetera. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses, qui peuvent amener à faire un doctorat et donc je pense que c'est, voilà, un peu à double tranchant. Les gens, voilà, peuvent considérer que, bah, voilà, si tu fais un doctorat, tu vas avoir la grosse tête et tout, alors que je pense, enfin, j'espère en tout cas que c'est pas trop mon cas. Mais voilà, donc je pense que c'est à double tranchant et je pense qu'à l'avenir, effectivement, il y aura de plus en plus de gens qui pourront, enfin, qui auront fait des doctorats et puis qui iront peut-être dans ce domaine parce que, bah, voilà, je pense que c'est un sujet justement de passion et je pense que les doctorants sont des passionnés en général, donc ça amènera peut-être à ce genre de choses. Ouais, puis je pense que, bah, dans l'e-sport, il y a quand même beaucoup de postes, de jobs, qu'un doctorat, qui t'amène des compétences quand même bien particulières en gestion de projet, gestion d'équipe, gestion du stress et cetera. Ça peut être, vraiment bénéfique, quoi. Enfin, Ouais, clairement, clairement. Après, par exemple, je sais que quand j'ai été recruté, et que les personnes qui m'ont un peu vendu auprès justement des gens qui m'ont recruté, enfin en tout cas une des personnes, a dit, «Ouais, il a un doctorat et tout, franchement il est trop chaud, faut absolument le prendre comme coach et cetera» et sauf que lui, en fait, la personne s'est dit, «Ah oui, mais du coup il a un doctorat en, je sais pas, en neurosciences ou un truc comme ça, tu sais, pour pour coacher des personnes» et quand il a su après, «Non, j'étudie des acariens prédateurs». Du coup, il voyait pas trop le lien avec, le coaching, on va dire, de joueurs et cetera. Mais finalement, voilà, il est quand même très content de mes activités, donc il y a il y a pas de souci. bah, oui, parce que, voilà, le doctorat, ça vous amène aussi des compétences, transversales, comme C'est on dit ça. souvent et c'est Mmh mh. important d'en être conscient. Bah, du coup, après ton doctorat, tu te vois, travailler dans quel domaine? Là, ça va être une vraie question. Alors parce que, en fait, le problème, c'est ça, c'est un problème, mais c'est une chance, je pense, d'être passionné par plein de choses. Là, aujourd'hui, donc je suis en train de monter même une deuxième entreprise, en plus de l'auto-entreprise, donc liée au coaching. J'aimerais continuer donc le coaching parce que j'adore ça et surtout que lié au covid, par exemple, cette année, on n'a pas eu le droit à avoir une coupe du monde et j'aimerais vraiment participer à une coupe du monde donc je pense que quoi qu'il arrive, je garderai, ce rôle de coaching, jusqu'à temps au moins qu'il y ait une coupe du monde, en espérant qu'elle soit le plus tôt possible. Après la recherche, mais j'adore ça aussi, enfin justement étudier les insectes et cetera. Donc j'avoue que pour l'instant, je me suis pas encore posé la question sur, ce que je vais ce que je vais prioriser si, parce que je pense que justement ça sera peut-être plus, le côté jeu vidéo parce que j'ai vraiment ce souhait de faire cette coupe du monde qui serait vraiment un souvenir, incroyable je pense. Mais voilà, est-ce que je vais réussir à continuer mes activités de recherche en plus du coaching et cetera? Ça, j'avoue que j'ai pas encore tout à fait la question et effectivement ces activités aussi associatives, ces activités de création d'entreprise, bon, c'est des toutes petites entreprises, hein, mais c'est pour ça que ça prend pas énormément de temps et cetera, mais c'est aussi des choses que j'aime bien faire donc on verra si j'arrive à tout garder. Oui, j'allais te demander justement, bon, tu as clairement, hein, la fibre, entrepreneuriale, c'est sûr et certain. Est-ce que, justement, tu imagines, peut-être par la suite, après que tu aies réalisé tes souhaits au niveau de l'e-sport, est-ce que tu imagines peut-être la création d'une entreprise, qui se rapprocherait finalement de ton domaine de recherche ou pas du tout? J'avoue que pour l'instant, c'est pas forcément, une priorité, un projet et cetera puisque justement après la thèse, le but c'est voilà faire les jeux vidéo. Mais après on verra justement s'il y a un sujet qui m'intéresse, enfin, on verra par exemple si dans une entreprise il y a un poste qui m'intéresse aussi, enfin j'aurais pas forcément, envie de monter mon entreprise s'il y a un poste qui m'intéresse suffisamment. Mais après effectivement, j'aime bien, ce côté entrepreneurial et cetera. C'est pour ça aussi qu'avec l'association par exemple, on a cet axe de travail aussi. Mais voilà, c'est pas un truc sûr, quoi. Et en tant que coach, est-ce que tu coaches des étudiants?
Ou du coup, des gens qui sont à temps plein actuellement? Alors oui, oui, tous les joueurs en fait, justement, je suis le seul qui est pas à temps plein. C'est-à-dire que en fait, tous les joueurs que j'encadre, eux, sont à temps plein et cetera. Donc ils ont je crois oui, ils ont tous, plus de 18 ans, entre 18 et 21 ans, je crois. Mais effectivement, ils sont tous à temps plein sur le jeu parce qu'effectivement l'équipe dans lequel je suis, on va dire est suffisamment importante et a suffisamment de visibilité surtout pour, justement offrir des salaires aux joueurs et un encadrement et justement, des revenus par soit leur performance, soit, par les streams. Parce qu'en fait la particularité justement de mon équipe, c'est qu'elle stream toutes les compétitions, donc elle diffuse toutes les compétitions en direct. Donc c'est vrai que ça fait une source de revenus aussi, importante. Et donc, c'est pas possible que un de tes joueurs soit étudiant ou doctorant et en même temps joueur pro, quoi. C'est incompatible. Hem, il y en a qui arrivent à le maintenir. Enfin après non, j'ai fait une erreur. Il y a pas Moi, il y a un joueur qui est toujours, étudiant d'ailleurs, oui, effectivement. J'ai fait une erreur. Mais du coup, il est pas justement sur place, enfin l'équipe est basée à Tours. Mais du coup, effectivement, c'est difficile. Enfin, c'est le seul qui est encore dans ce cas-là. Les autres ont arrêté les cours. Finalement, être en doctorat et avoir une activité à côté, c'est quand même dépendant de l'activité qu'on fait, je pense. Enfin, C'est c'est ça. vrai qu'il y a des activités qui s'y prêtent un peu plus. Je sais pas, par exemple, si tu ouvres ta boîte d'auto-entrepreneur dans la com ou des trucs comme ça, tu peux peut-être te permettre de faire ça à côté d'un doctorat. Mais effectivement, des postes comme joueur professionnel dans l'e-sport ou même au sport, enfin, c'est tellement exigeant et c'est tellement un rythme de vie particulier que je pense que c'est pas possible en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en termes de temps, justement, enfin, voilà, en gestion de temps, là et particulièrement sur Fortnite, il faut vraiment passer beaucoup de temps sur le jeu pour être bon. Enfin, vraiment au moins 5 heures par jour et voilà, il y en a qui en passent beaucoup plus de temps que ça et du coup, bah, forcément, ça paraît difficilement compatible avec la thèse où, ça prend déjà une grande, grande partie de la journée et une grande partie de ton énergie aussi. Donc ouais, ça me paraît très compliqué effectivement, d'être joueur pro et doctorant, effectivement. Ben écoute, pour terminer ce podcast, si tu avais des conseils pour des étudiants, futurs doctorants peut-être, pour se lancer dans une thèse et peut-être dans ton domaine, qu'est-ce que tu aimerais dire? Et dans une deuxième partie, si tu as également des conseils pour tous ces doctorants entrepreneurs voilà, qui ont peut-être deux activités, une activité à côté de leur thèse, même plus, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors, donc pour ceux qui veulent, faire une thèse, je leur conseille vraiment d'essayer de rencontrer et de parler avec plein de doctorants, le plus possible et en fait, d'apprendre de leurs erreurs. Alors c'est un peu triste, mais en fait, on fait tous des erreurs pendant notre thèse et justement, si ça peut servir, à ceux qui vont arriver et qu'ils refassent pas les mêmes erreurs que nous, bah, au moins c'est ça, ça leur gagnera du temps et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait dans mon précédent labo. J'aurais posé plein de questions, je les ai harcelés de questions en disant mais ok, t'as fait ça, mais pourquoi t'as fait ça? Est-ce que t'aurais pas pu le faire mieux? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Etc. Et donc ça m'a permis justement de ne pas faire plein d'erreurs que eux-mêmes ont fait et du coup de gagner du temps. Et concernant donc des doctorants entrepreneurs, euh, déjà, je leur conseillerais de lire un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est justement la Bible. Enfin, pour moi, qui est la Bible, ça a été vraiment le déclencheur de justement une certaine façon de penser, de relativiser justement la gestion de projets, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de faire ce cheminement donc d'optimisation de gestion de projet. Et c'est vraiment grâce à ça, je pense que j'ai été efficace. Et du coup, ça peut permettre justement de mettre en place cette double activité qui peut être effectivement très prenante, mais aussi tellement intéressante que je pense que ça peut valoir le coup aussi. Ouais, c'est une super référence et d'ailleurs, si je peux me permettre, je ne sais pas si tu le connais, moi, ma seconde bible, c'est Mmh. aussi, la 25e heure et en fait, tous ces outils de productivité, de gestion, voilà, comme tu le dis, en fait, il faut se rendre compte que c'est aussi applicable à notre doctorat, même si on n'a pas une autre, activité à côté du doctorat. Mais vraiment, la productivité et l'optimisation, pour moi, c'est essentiel pour déjà mieux vivre nos thèses et puis bah, pour mieux gérer notre vie, quoi.
Ouais, clairement. Effectivement, j'avais déjà entendu parler de ce livre, La 25e heure, mais je l'ai pas encore lu. Ah, je te le conseille. Bah, merci beaucoup à toi, Antoine, et puis, bah, que de réussite. Ah, bah, attends, tu en 3e année, donc c'est bientôt fini, non? Ouais, c'est ça. Mon contrat s'arrête en fin avril. OK, bah, écoute, on te souhaite, bon courage et puis, à bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Quant à moi, je voulais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. J'espère que vous vous reposerez, j'espère que vous prendrez du temps pour vous, que vous prendrez soin de vous, que vous essayerez d'oublier un peu vos thèses. Et on se retrouve au mois de janvier avec de nouveaux invités pour parler du doctorat, partager nos expériences, nos peurs, nos joies et nos quotidiens de doctorantes et doctorants. À très vite!